Salut à tous. Philadelphie et Joel Embiid s'étaient séparés de Ben Simmons environ un an auparavant, au terme d'une réflexion que j'avais menée dans l'épisode 1. Et puis on est en train d'en payer les conséquences, ou d'en assumer en fait la conséquence avec cette équipe intimement liée au destin des Sixers, c'est OKC évidemment, pour laquelle je réserverai la deuxième partie de cette vidéo. On avait donc été en finale NBA avec ces Sixers, mais que faire face aux Warriors, beaucoup trop forts quelque part, et c'est là que l'absence d'un joueur de calibre de Ben Simmons se faisait sentir à plein nez. Et voilà, l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de l'été plus le début de saison 2022-2023 avec les Sixers qui évidemment n'avaient pas un top pick à l'été 2022, mais se retrouvaient tout de même avec un petit héritage du passé. Je crois que c'est Mikal Bridges qui traîne ici, à moins que ce soit un reliquat du trade de Simmons. J'avoue, j'ai un mini doute à ce niveau-là. Non, c'était un switch Mikal Bridges donc à l'époque. Donc forcément, c'est un reliquat. Le tour des Suns qui donne un 13e pick aux Sixers. C'est un reliquat du trade de Ben Simmons. Voilà, parce qu'il a fallu envoyer des picks de draft du côté des Sixers. Et puis il y a eu des swaps. Bref, 13e choix plus 29e choix avec 2 choix aussi au second tour. Donc a priori, plutôt une situation intéressante. Après il faut voir ce qu'on en fait, et puis il faut surtout voir ce qui est disponible. Ce qui était disponible n'était pas folichon. En 13e choix, je suis allé chercher ce joueur, Benedict Mathurin, un arrière. Alors il faudra voir un petit peu ce que peut donner ce garçon assez longiligne et peu musculeux à ce stade-là. Ensuite, un petit peu plus loin dans la draft, Moussa Diabaté, pour essayer de voir si on pourrait pas avoir de la viande dans la raquette pour seconder Joel Embiid sur les années futures. Ce sont vraiment des projets long terme ou moyen terme minimum, mais rien de vraiment garanti sur ces pics-là. On n'est pas sur un Holmgren, un Jalen Duren, un Jaden Hardy ou encore quelqu'un comme Caleb Houston. Bref, on n'est pas sur des valeurs aussi évidentes que ce qu'on pourrait avoir à d'autres endroits. Ce qui va se passer après cette draft, c'est évidemment une petite analyse des forces en présence. Voilà, je spoil un poil pour le Thunder, on regardera un peu après. Ils sont allés chercher le jeune français Dieng. Et puis, voilà, après, vous voyez, quand tous ces joueurs sortent entre 71 et 73, 14, en fait, on ne sait pas réellement, et tant mieux, lesquels vont pouvoir vraiment présenter quelque chose d'intéressant, vont pouvoir se développer, et lesquels vont rester complètement sur le bas-côté, au moment de lancer la carrière. Je n'ai pas eu d'évidence dans mon choix de 2e tour de draft, c'est-à-dire que le jeune Montero et le jeune Kills, honnêtement, vont pas s'avérer être conservés. Par contre, pour Mathurin en français, bof, pourquoi pas. Déçu un peu par contre sur le potentiel de Moussa Diabaté. Voilà, on n'a peut-être pas fait la meilleure draft de toute notre histoire, mais en l'occurrence, est-ce qu'il y avait vraiment des super solutions ? Je sais pas trop. Je sais pas, et il va falloir se débrouiller un petit peu en dehors de cette draft-là, si on veut être vraiment compétitif. Alors, voilà, il y a quelques joueurs comme ça qui étaient sous option. Donc, est-ce qu'on accepte finalement la prolongation pour un an pour Danny Green ? Oui. Et puis évidemment, on conserve Maxi, Tybal, Bazley et le jeune Reed. Donc ça encore, c'est tout à fait légitime. On ne manque pas de joueurs, mais après, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de joueurs de grande qualité ? C'est pas la même histoire. Le petit Grant Wheeler, je suis pas forcément
un grand fan de le conserver. Donc je n'ai pas fait de proposition a priori au moment des qualifying offers. Et je ne compte pas lui proposer de contrat pour l'année qui suit. On arrive au tout début du moratoire avec énormément de superstars. Vous avez vu que des joueurs très très forts sont sur le marché. Nous avons également la prolongation potentielle pour Ricky Rubio. Et puis après, c'est vrai que comme le poste de meneur m'a beaucoup fait réfléchir, même si je promets le rôle à Tyrese Maxey, je cherche comme ça, je cherche qui pourrait venir seconder Maxey. On a Jaden Springer en magasin, mais est-ce que c'est forcément le joueur qu'il nous faut? Je sais pas tellement. À ce stade-là, je sais pas. Grayson Allen, peut-être. Mais il est en protection de droit par Milwaukee, qui le re-signera. Des joueurs comme Josh Hart. On est vraiment sur du second couteau, sans vouloir être médisant. Il n'y a pas d'évidence, en fait, qui s'impose à nous. Puis on a toujours un certain nombre de joueurs qui doivent jouer. Bref, c'est pas évident. On parle en ce moment beaucoup d'une possibilité de trade de Harden. En tout cas, c'est les bruits que j'ai eus hier et aujourd'hui par rapport à une possibilité d'arrivée de Harden avec Simmons dans la balance, ainsi qu'un certain nombre de joueurs, Seth Curry, Ty Burl, etc. À voir, peut-être que tout cela va être très rapidement réalisé, et puis on aura des effectifs qui seront totalement différents désormais entre ce My League et la réalité. En tout cas, moi, j'ai essayé d'aller chercher comme ça des possibilités d'amélioration, et un joueur m'a attiré, c'était Derrick Rose, à qui reste encore à ce stade-là une année de contrat, et je me suis demandé un petit peu ce qui pouvait être monté pour aller chercher Derrick Rose. Alors n'ayez pas peur, Luguensdort, il n'y a même pas moyen. Non, moi je suis plus aller mettre en balance le contrat de Danny Green, en essayant ensuite d'ajouter ce qui pouvait l'être, donc aller chercher comme ça un très bon joueur vétéran qui sort du banc, pourquoi pas. En tout cas, c'était la piste sur laquelle je me suis lancé, quitte à sacrifier un premier tour de draft, mais de toute façon, nos premiers tours ne valent pas énormément, surtout sur les années qui arrivent, là, 2023 et etc. Donc on est allé comme ça de offrir à New York un first pick, et on a arrondi avec, ça suffit toujours pas, faut toujours négocier dans ces cas-là, avec des seconds tours en fait, pour arrondir un peu le trade et pour faciliter la négociation. Est-ce que ça va finir par fonctionner? Oui, voilà, on l'a eu. Donc, Derrick Rose est la principale recrue de cette intersaison aux Sixers. De toute façon, on risque pas d'aller signer comme ça des très grosses stars sur le marché des agents libres, puisqu'on n'a aucune marge de manœuvre ou presque. Donc, ça passait par un trade et ça passait par la conservation de Danny Green, du contrat de Danny Green, qui peut paraître un peu surévalué, mais c'est toujours comme ça avec les contrats de vétérans qui ont eu des titres. On a des tarifs qui sont un petit peu prohibitifs. On a réussi à enfumer les Knicks, entre guillemets. Je crois pas non plus qu'un premier tour de draft, les Knicks cracheraient dessus contre Derrick Rose. Donc ça me paraît pas non plus dégueu. Puis après, je suis allé chercher un petit peu d'expérience pour pallier la non-resignature probable de Dédé Drummond, qui était backup de Embiid pour une année. Mais dans le jeu, ce type de joueur est excessivement difficile à re-signer à un salaire minimum. C'est même inenvisageable en vérité. Donc je suis allé comme ça sur des joueurs confirmés comme Al Horford ici, à qui on regarde un petit peu ce qui peut être fait en termes de propositions. Voilà, un contrat sur 2 années avec une option sur la deuxième. Ce sera un retour au bercail. On sait que le passage d'Al Horford aux Sixers n'a pas été forcément exceptionnel. Mais moi, là, je pense plus au backup poste 5. Je suis pas sur du poste 4 du tout. Pour moi, c'est Toby Harris, le poste 4 ici. En tout cas, pour le moment.
dans cette construction d'équipe-là. Et puis, on continue un petit peu à regarder tout ce qu'il peut y avoir comme possibilité pour se retrouver finalement, regardez, voilà, du côté des pivots. Drummond un peu trop gourmand. Et un joueur m'a attiré, LaMarcus Aldridge, depuis qu'il est revenu en plus. Voilà, il n'y a plus d'incohérence dans le fait de lui proposer une venue ici en tant que vétéran de 37 ans pour venir aider ces Sixers. J'ai donc été sur Aldridge et je vais proposer ce contrat. Après, c'est vrai qu'entre Horford à ce stade-là et Aldridge à ce stade-là, on va pas prendre les deux. Hein. On va juste réfléchir à nos possibilités. Vous voyez, l'offre est limite pour LaMarcus Aldridge, mais elle passe. Donc, parfait. Il va falloir faire un choix. J'ai décidé de confirmer avec Aldridge. C'était déjà pendant le moratoire. Et donc, j'ai abandonné pour des raisons d'argent et puis parce que aussi je ne voulais qu'une seule place de ce style-là. J'ai abandonné l'idée de l'ami Horford. Un petit peu plus tard, donc, puisque la free agency est très vite terminée pour eux, hein, un trade, un ou deux petits recrutements de vétérans. Puis après, de toute façon, notre effectif, il est blindé. Hein, jolie progression de Maxi, jolie progression de Springer, qui n'a encore que 19 ans. À la limite, peut-être que ce joueur-là peut être une belle solution pour l'avenir. Derrick Rose, quand même, reste à 82. C'est pas si mal que ça. Le gros problème serait plutôt la chute de Seth Curry qui tombe à 75. Et puis par contre, voilà, on va avoir des joueurs à qui je vais donner vraiment des minutes. Korkmaz, Tybalt, qui sont déjà des joueurs qu'on voit depuis quelques années aux Sixers. Tout en conservant Toby Harris qui malheureusement dégringole de 2 points. Bazley progresse, ouf, tant mieux. Et LaMarcus Aldridge, là on n'est pas très surpris de sa petite régression. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je sais pas si c'est vraiment les meilleurs choix du tout, hein, mais voilà, c'était mes choix à moi d'aller essayer de trouver quelques vétérans, parce que sinon je trouvais que l'équipe était assez jeune, et donc des vétérans sur des postes clés comme Aldridge et Derrick Rose. Donc ensuite, quelques petits camps d'entraînement, on essaie de récupérer les pertes, surtout sur le plan physique de Toby Harris, en lui proposant un petit camp d'été sur les qualités athlétiques, et puis ensuite un petit arrière polyvalent pour Maxi, qui quand même est notre meneur désormais titulaire. Il y a vraiment beaucoup de belles choses à faire, ce joueur est quand même très intéressant, hein, Tyrese Maxey. Donc allez-y, on se lance là-dedans et on y croit. Passer à la saison suivante, oui, ça va commencer avec des oppositions à l'Est pour nous. On verra bien ce que ça peut donner. Et puis surtout, maintenant, on se configure. Voilà, configuration, tactique du coach. On va établir une rotation avancée sur laquelle, vous voyez que je m'arrange pour qu'il n'y ait aucun moment dans le match, sauf les 3 premières minutes du 4e quart, où ni Embiid ni Harris ne sont sur le terrain. Et de toute façon, à ce moment-là, c'est Derrick Rose qui a le leadership. Puis après, voilà, on essaye de remixer un peu les minutes des uns et des autres, créer des petites associations où il pourrait y avoir de la connivence, et puis donner aussi quand même pas mal de temps de jeu à certains joueurs, hein, qui me paraissent mérités. Après, on pourra rebasculer sur une rotation, on va dire, un petit peu plus serrée, si jamais on en a le besoin. Pour le moment, rotation relativement élargie, rotation à 11 joueurs en ce début de saison. J'aime bien faire ça au départ, puis après, ça n'empêche pas de resserrer si on voit qu'il y a des gens qui ne méritent pas par rapport à d'autres, ou l'inverse. Voilà. Petit Jaden Springer, je demande quand même à voir, il peut ne pas être inintéressant. Les options en attaque, évidemment, Harris en 2e option, derrière Jojo. Et 3e option, pas évident à trouver, mais quand même, oui, Derrick Rose en sortie de banc, hein, paraît être le bon choix. Toujours nos petits paramétrages collectifs
que vous venez d'apercevoir, pour la tactique du coach, pour l'aptitude stratégique, excusez-moi, on peut éventuellement changer de ce qui était par rapport à ce qui était installé avec Doc Rivers. J'ai fait le pari vraiment là, de me dire qu'il fallait encore essayer pendant une année avec Tobias Harris en lieutenant, en fait. C'est ça, hein, si on prend un peu de hauteur, c'est vraiment ça l'idée. Je me suis refusé à trader Tobias Harris. Je considère pas que ce jeu doive être le lieu, en tout cas ça c'est pour mes parties à moi, chacun fait ce qu'il veut après, mais pour mes parties, je ne veux pas que mes parties soient une accumulation de trades incessants et où finalement on ne prend jamais le temps de construire réellement. Alors même quand je ne crois pas énormément à une association, j'ai quand même envie de la tester. En l'occurrence là, donnons-nous encore une année supplémentaire pour ces Sixers, c'est ce que je me suis dit, avec Harris, et puis on sera toujours à temps à l'été suivant de prendre d'autres décisions et d'essayer d'aller chercher peut-être d'autres compléments si la saison ne se passe pas très bien. On va voir, mais en tout cas c'est dans cette idée-là que j'ai fait cette intersaison-là. Je me suis dit, après là on est sur les entraînements, hein. On va pousser à l'extrême évidemment l'entraînement de certains joueurs, comme le petit Mathurin, etc., etc. Donc là-dessus, c'est comme d'hab, hein. On essaie de jouer au maximum en polyvalence vis-à-vis des joueurs. Je me perçois en plus au passage, c'est rigolo que je n'avais pas paramétré vraiment l'entraînement de certains. J'avais dû remettre ça à plus tard et puis je ne l'avais pas fait. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Peut-être ça va se développer un petit peu mieux encore que lorsqu'on laisse les choses se faire automatiquement par le jeu. Donc c'est parti, premier match, réception des Knicks. Knicks qui ont été nos partenaires de trade. Et on va bien voir ce que ça peut donner. On a toujours Julius Randle qui est présent. Mitchell Robinson est toujours une sorte d'épouvantail, mais après là nous on a Jojo Embiid, donc normalement il n'y a pas vraiment de photo entre les deux. Et puis vous voyez, je pars sur ce 5 majeur. Maxi, on s'y attendait. Dort, oui, on s'y attendait également. Peut-être Tybal était moins attendu sur ce 5 là. J'aurais vraiment pu mettre Korkmaz, hein. C'était une vraie possibilité, mais bon, c'est pas le cas. On verra pour plus tard si jamais ça se fait ou pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça dissuade pas mal dans la raquette, rien de nouveau. Et puis ça joue aussi beaucoup autour de Jojo Embiid, qui peut comme ça fixer et donner des possibilités de shoot à ses extérieurs. Joel Embiid qui continue à provoquer des prises à deux, à provoquer également des fautes, hein, très clairement. Allez, ici, voilà, ça bascule, hop, dans le corner, l'extra passe pour un shooter, toujours la même chose. On est sur un logiciel qui fonctionne bien, fixation. Après, on pourrait râler un petit peu contre ça, hein. Je ne vais pas passer mon énergie à râler contre les choses. Je préfère peut-être plus apprécier ce que j'ai plutôt que râler sur ce que j'ai pas, mais ce qui est certain, c'est que oui, il y a des petites choses qu'on pourrait redire sur la manière dont l'IA par exemple fait ses prises à deux, etc. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, si j'ose dire. Absolument rien de nouveau. Regardez-moi ce travail dans ce premier match, là, travail remarquable de Aldridge qu'on a vu sur pas mal de séquences. Et puis après, c'est vrai que Derrick Rose peut aussi s'illustrer sur des actions en rapidité. On n'est pas si à l'aise que ça, hein, sur ce match, hein. C'était un peu un match difficile, hein, ce match de rentrée, avec New York qui est encore en tête avec la balle à 1 minute de la fin, hein. Donc c'est vraiment embarrassant. 3 points d'écart. Et voilà, ce qui va se passer, c'est Tyrese Maxey qui va égaliser
à un peu moins d'une minute de la fin. On va donc se retrouver avec une balle ici pour revenir de nouveau, parce que derrière les Knicks avaient encore réussi à marquer. Bon, là on est bloqué, on est bloqué, et quand on est bloqué, on essaie toujours de trouver des solutions à l'extérieur. C'est Toby Harris qui ici nous a gratifié d'un 3 points assez essentiel quand même, le bougre. Derrière, Randall contré par l'aide défensive de Joel Embiid. Donc là-dessus, on est peut-être sur l'action du match, défensive en tout cas, après ce qui s'était passé juste avant pour Harris à 3 points. Balle à Kemba. Kemba qui donne à Randall. Waouh, somptueux le petit move pour aller comme ça faire passer les Knicks devant. Allez, on n'a pas beaucoup à faire. Bam, pick and roll. Mauvaise défense des Knicks. 3 secondes. Il faut juste un petit peu surveiller le shoot désespéré de Kemba. Non, ne rentrera pas. Donc, c'est pas une victoire sur laquelle on a beaucoup de choses à dire. C'est juste une victoire, point barre. Je trouve pas que la facilité avec laquelle le dernier pick and roll qui amène le panier victorieux de Joel Embiid, je trouve pas que ce soit très très satisfaisant. En même temps, on a quand même le droit de poser un écran, et puis après c'est sûr, comme c'est mal défendu, voilà. Mais on a quand même le droit aussi de faire rouler vers le cercle notre poseur d'écran et d'en profiter, mais c'est pas le genre d'action sur lequel vous avez vu extérieur. Par contre, ils étaient en disette absolue, les Knicks, sur les shoots externes, sur leur poste extérieur aussi. Ça prouve bien qu'on a quand même des qualités, et elles sont essentiellement défensives dans cette équipe-là, avec Dort Tybal sur on va dire les postes 2 et 3. C'est quand même plutôt pas mal du tout. Et puis Maxi n'est pas un mauvais défenseur. C'est juste pas élite, mais c'est pas non plus mauvais, c'est moyen bon, voire même assez bon pour lui. Donc notre seule faille défensive serait alors davantage le poste 4 sur des joueurs difficiles à contenir par Toby Harris. On continue à chercher des shoots externes. Ici c'est plutôt intéressant toujours de jouer contre les Hawks. En plus les Hawks, ils ont un petit peu un destin lié à ceux des Sixers, dans le sens où c'est quand même eux qui ont foutu le feu à ces Sixers en playoff 2021. Faut quand même se le dire. Parce que, à moins que les Sixers se soient mis le feu tout seuls aussi, on pourrait le voir comme ça, mais ça a quand même précipité la crise, voilà, je dirais. Ça a précipité la crise, cette défaite en playoff face à Atlanta, que pas grand monde n'attendait. Bon, après, ils nous posent des soucis un peu, ces Hawks. Vous voyez, je suis pas sénateur du tout sur ce type de match. Alors certes, on a nos petites habitudes de contestation sous le panier, mais regardez, dès qu'on se fait gober un rebond offensif et que ça ressort proprement, ou dès qu'on laisse 3 mètres à Trae Young, quelle idée de lui laisser 3 mètres à lui, on se retrouve aussitôt en difficulté, donc c'est pas forcément évident. Heureusement, voilà, il y a des petites actions qui apportent un vent de fraîcheur un peu de temps en temps, où on arrive à trouver des choses satisfaisantes. Regardez, sur cette action, les Hawks vont revenir. Donc là, je suis pas content en fait. Je suis vraiment pas content. C'est invraisemblable d'avoir presque 10 points d'avance à un moment donné dans ce match, et de se retrouver encore à batailler, et à se retrouver comme ça, oui, comme Aldridge vient de le faire, à lutter en fin de troisième quart pour reprendre un peu de quelques points d'avance. Regardez, on va vite avoir quelques points de retard parce que l'attaque n'a pas bien fonctionné en début de quatrième quart-temps, et on se retrouve désormais avec un déficit. Donc génial, franchement les gars, changez rien. Dès qu'on n'a plus d'adresse, en fait, ça se passe assez mal.
Et alors, on a beau avoir toujours ces séquences de prise à deux, couronnées assez facilement de shoot extérieur. Harris est clutch, hein, faut quand même le dire. Je trouve depuis le début de cette partie, Harris très très clutch dans ce My League. On essaie de défendre comme on peut. Et on se retrouve face à Capella, qui nous fait la misère, même à Jojo. Même à lui, il y a la misère Capella. Donc ça passe un point devant. Et on est de nouveau sur un match où d'une part, on encaisse trop de points. Et d'autre part, on se retrouve dans une fin de match trop serrée. C'est pas normal. C'est pas normal de pas arriver à maîtriser ce match avant. Donc c'est beaucoup à mettre sur mon dos à moi, hein, qui n'ai peut-être pas fait les meilleurs choix. Après, là c'est magnifiquement joué de la part de Triangle alley-oop pour Capella. Ok, rien à dire. On va continuer à appliquer nos principes. Lou Dort, tu es libre. Et ça dévisse. Ah, vous voyez, ça rentre pas toujours quand même. Faut pas rigoler, hein. Ça tricote. Triangle qui tricote. Et qui nous sort un très très joli shoot en pull-up. 3 points de déficit. Balle à Tyrese Maxey. Un petit peu plus tard. Avec 2 points. Cette fois-ci d'écart. On va appeler un écran. À moins que Harris ne sorte de sa boîte pour un 3 points. Écoutez, c'était désespéré là. C'était complètement désespéré. Ouf, ça va. Trae Young a été encore capable de nous le mettre tellement on méritait de se faire botter les fesses sur ce match-là. Donc vous voyez, j'ai voulu jouer une certaine continuité. On a une belle adresse à 3 points en plus, hein. On s'en sort vraiment très 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 bien sur ce match-là. Malgré une belle adresse, on s'est fait complètement démonter au rebond. Ça a été quasiment, c'était interdit aux moins de 18 ans, hein, au niveau du rebond défensif. On n'a rien maîtrisé. On a Toby Harris qui, par chance, réussit comme ça une jolie série en fin de match à 3 points, mais ça aurait été vraiment calamiteux. J'ai détesté la performance sur ce match-là. En plus, encaisser autant de 2 points, c'est dramatique. Donc, bon, notre défense parlera-t-elle un jour? Alors, c'est marrant parce que 2 jours plus tard, c'est la même équipe qu'on croise, sauf qu'ici, on la reçoit. Et l'entrée en jeu après Simcast sera par contre, elle, beaucoup plus douce. Et vous avez une ou 2 images, ça s'est bien passé. J'allais pas quand même proposer 2 fois d'affilée les Hawks, hein. Faut pas non plus délirer. Tiens, Kendrick Nunn ici s'avance en face de nous avec les Boston Celtics qui ont donc signé quelques joueurs apparemment, donc à surveiller. On croise la route de nos meilleurs ennemis presque, hein. En tout cas, il y a une vraie rivalité entre Sixers et Celtics. Et Smart, Brown, Tatum, Robert Williams, c'est pas mal. Après Kendrick Nunn, ça fait un peu tâche en fait, je trouve, à côté de ces 4 là, mais pourquoi pas. On va voir que Kendrick Nunn va me faire payer mes paroles. il a pas été mauvais, le petit Nunn, ancien du 8, hein, on s'en souvient. Et puis qu'on n'a pas beaucoup vu non plus jouer avec les Lakers cette année, hein. C'est on va dire dans la tristesse collective des Lakers IRL 2021-2022, Nunn a manqué. Sixers, c'est aussi synonyme de défense par moment par l'intermédiaire de Tybal. Vous avez vu, ça pousse à la faute. Mais comment faire pour stopper Jason Tatum? Est-ce que j'ai un Tatum stopper? C'est la vraie question. La réponse c'est non, quoi. Je n'ai pas quelqu'un qui est capable de s'opposer à un joueur de très grande taille, d'une agilité folle et d'un talent absolu comme Jason Tatum. Et ça peut se payer cash. Vous avez vu que Toby Harris était à la rue totale en défense sur l'ami JT. En plus, on parlait d'adresse juste avant parce qu'on en avait eu. Là, on n'en a pas. Et puis en face, par contre, ils en ont énormément. Ça va être assez ouf. La manière dont, même en contre-attaque, on se fait tout le temps
on se fait persécuter. On est ridicule. 3 points, sous le cercle, N1. Il y a tout qui passe. Et une tendance qui commence à se dessiner là, c'est qu'on va prendre une tôle, en fait. Kendrick Nunn, tiens, voilà, c'est pour moi ça. J'avais qu'à me taire. Et donc, Jason Tatum en aura été le principal artisan. Regardez, encore, Splam. Vas-y. Personne ne peut défendre sur moi, semble-t-il dire, et il a bien raison. Il fait un carnage. C'est là que tu regrettes de ne pas avoir Ben Simmons, en fait. Parce que le gabarit de Ben Simmons est tout à fait apte à aller défendre sur quelqu'un comme JT. Après, concernant, j'en redis un mot, donc Tatum, on l'a compris, one man show, injouable, on s'est fait démonter, ça me met des doutes dans la tête par rapport à cette équipe, cette construction-là, enfin bref. La cata totale, mais pour dire un mot sur Simmons, bon, moi j'ai envie de le voir rejouer au basket. On sait qu'il y a d'autres choses qui se trament pour lui autour, là, qui sont pas très joyeuses. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il aurait le profil typique pour, on va dire, éradiquer partiellement la menace Tatum pour peu qu'il soit sur le parquet. Voilà, 44 points en extrapolé avec 28 de Brown, avec un scénario à pleurer pour nous. Quelques jours plus tard, ce sont les Bulls qui vont être maîtrisés de manière assez nette, quoi. Très très nette. Et puis regardez-moi ça. Une Bérésina de nouveau, défensivement. Ça a été la cata totale face à des Rockets, certes, intéressants autour de Jalen Green, Christian Wood, etc. Mais quand même, on ne peut pas non plus tolérer ce genre d'écart. Donc voilà, début de saison mitigé pour les Sixers. Je suis pas très très optimiste. Regardez, on va voir que le classement à l'Est n'est pas encore très significatif. Je m'arrête là pour les Sixers. On verra par la suite ce que peut donner cette construction, puisque évidemment les partenaires dans ces vidéos-là, ce sont le Thunder d'OKC qu'on avait là encore laissé, on va dire, au début des playoffs, puisqu'ils avaient été victimes des Warriors un peu plus tard champions. Ce sont donc, là on est dans une réalité virtuelle totale. Thunder, c'est évidemment la nouvelle équipe de Ben Simmons. Le duo avec Shai Gilgeous-Alexander fait saliver. Est-ce qu'on a eu quelque chose de satisfaisant à la loterie avec ce Thunder? Écoutez, oui et non. C'est-à-dire que de toute façon, on n'était pas on n'était pas à loterie pick, donc on avait envoyé pas mal de picks de draft justement pour pouvoir faciliter le trade de notre Ben Simmons. J'ai été chercher en 15e choix le fameux, en tout cas pour moi il est mythique, Ibou Dianko Badji, joueur du Barça. Et puis finalement je me suis dit non, allez, Ibou Dianko Badji pour moi c'est estampillé Rockets. Bon là c'est une référence à mes vidéos de l'an dernier en fait, voilà, où Ibou Dianko Badji était phénoménal avec les Houston Rockets en reconstruction. Pour ça donc en fait j'ai fait un swap et je suis allé chercher Ousmane Dieng, le français, avec le choix suivant. Voilà, donc ça fait du Dianko Badji qui sort à 71, mais il a un bon potentiel. Donc les Rockets se sont pas fait arnaquer. Et puis en face, ça nous donne un Dieng à 74 sur un poste d'ailier. Il peut jouer peut-être ailier fort également, je sais pas trop, on va voir. De toute façon, c'est pas la pièce centrale de cette équipe. Mais bon, on va le regarder de près, on va essayer de le développer. Regardez, il a un joli potentiel. Il faut juste qu'il progresse défensivement, qu'il exploite ses jolies qualités athlétiques pour devenir quelqu'un qui ne pénalise pas trop l'équipe quand il est sur le terrain face à des joueurs très dangereux. Favors a accepté son année supplémentaire. Reddish, Pokusevski
Robbie, Azubuike, Asia Joe, tout le monde évidemment est prolongé. Il n'y a que Mike Muscala sur lequel je vais jouer sur d'autres types de joueurs. On n'a pas besoin de conserver Muscala dans ce contexte-là. Sur les qualifying offers, est-ce qu'il y en a pas qui puissent nous intéresser, étant donné que Paul Watson n'est pas prometteur. Charles Brown ne l'est guère plus, même si lui au moins il a un peu de potentiel. Je vais pas me prendre la tête par rapport à ça. Ils ne seront pas re-signés. On est tout de suite après au moratoire. Moratoire sur lequel, de toute façon, c'est difficile de trouver des joueurs qui puissent vraiment nous intéresser. Moi, je vais juste prolonger quelques-uns de mes joueurs. Chris Dunn n'a aucune raison de ne pas être repris. Donc, je vais évidemment le re-signer. On va lui donner un petit peu plus d'argent par rapport à ce qui est demandé. Rendez compte quand même, Chris Dunn n'a toujours pas retrouvé d'équipe là en NBA IRL. C'est waouh. Je suis triste. Je suis triste pareil quand je vois Justice Winslow qui sert de monnaie d'ajustement dans le trade de Covington et également de Norman Powell en provenance de Portland, et où les Clippers se débarrassent. De toute façon, il faut bien trouver des contrats, c'est un business. Mais voilà, Winslow aussi, qui se fait encore balader à droite à gauche. Ah oui, il fait pas bon être mes chouchous, parce que ça se passe pas forcément génialement bien pour certains d'entre eux. Turner s'est pété la jambe en plus, bref. Je suis un peu désespéré. En tout cas, il y a juste un mot qui résume l'été et même la saison écoulée au niveau de l'entraînement de ce Thunder-là, c'est progression. Même Ben Simmons a trouvé le moyen de récupérer un peu d'overall. Exceptionnel. Progression incroyable, presque à tous les niveaux pour ces joueurs-là. On a que de la satisfaction en fait. Favors qui perd un point, c'est rien, c'est normal. C'est normal à son âge. Pokusevski qui prend 3 points, quel bonheur. Josh Giddey aussi qui, après une année pourrie par les blessures, il a presque été blessé tout le temps, n'est quand même pas trop impacté. Ça aussi c'est très très important. Ça touche justement au camp d'entraînement. Tir extérieur pour Ben Simmons. Allez, on va y venir maintenant. On va commencer à faire shooter le garçon de temps en temps, un petit 3 points ouverts. On va essayer en tout cas. Il faut se donner les moyens d'évoluer. Ensuite, il y a d'autres postes là que je voulais un petit peu booster. Quelqu'un comme Cam Reddish doit être le futur du poste 3 de cette équipe du Thunder. Très bonne pioche pour les Knicks au passage, dans la réalité, d'être allé chercher Cam Reddish. Je vous l'avais dit qu'avec un tour de draft, ça suffisait. Je suis content d'avoir vu que c'est ce qui s'est produit, en fait. Et puis en plus, pas avec un gros pic. Voilà. Et Josh Giddey en qualité athlétique, ça c'est pour rattraper l'impact de ses blessures de l'année précédente. Je vous rappelle donc, presque pas joué de l'année. Vraiment dramatique. Alors j'aime bien ce joueur, en plus je trouve qu'il est super intéressant. Et je compte vraiment m'appuyer dessus sur la suite de cette partie pour le Thunder. Là encore, des rendez-vous côte ouest pour le Thunder en début de partie. Je vais faire démarrer Giddey à côté de Shai. Reddish sera évidemment titulaire. Simmons toujours en 4, ça c'est mon credo. La petite originalité, c'est Pokusevski utilisé en 5. Alors évidemment, regardez, il n'est pas utilisé souvent en 5. Parce qu'en fait, Favors récupère quand même pas mal de minutes par la suite du match. Et Azubuike, je vois pas pourquoi il aurait pas ses minutes, le jeune transfuge de Utah. Donc après, voilà, on essaie de trouver un petit équilibre. Il manque des minutes à quelqu'un. Voilà, c'était Pokusevski, je voulais qu'il ait au moins 27. Rotation, allez, équilibrée, on va dire. Robbie, a son mot à dire aussi, je l'aime bien. Asia Robbie, je le trouve assez, comment dirais-je, physiquement intéressant. Il est bon au rebond. Il est aussi un peu dissuasif, prend de la place, il roule bien sur les
sur les séquences qui suivent les pauses d'écran offensivement. Donc c'est assez intéressant. Shai en première option, Giddey en deuxième option et Reddish. Voilà. Bon, on va me dire, tu as snobé Ben Simmons. Bon, bah, si on voit qu'il est pas content, on ira modifier ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, reste à voir de quelle manière est-ce que Mark Daigneault veut nous faire jouer et qu'est-ce qui est possible comme adaptation. Donc, on était en équilibré par défaut. Ben, on a le choix. On a 2-3 possibilités différentes. C'est sûr, on va pas choisir non plus un endroit où on s'avère être en galère totale. Peut-être rester en équilibré finalement. Hein. Peut-être rester en équilibré là-dessus. On n'est pas obligé non plus de changer à chaque fois. Sur les entraînements, il y a juste une mise à jour à faire par rapport à la saison qui avait précédé. C'est-à-dire que je vais passer cette fois-ci en entraînement d'équipe équilibré, après avoir boosté la défense l'année d'avant. Entraînement équilibré, en plus on a presque les mêmes joueurs, ça qui est très bien, c'est qu'il y a une continuité dans ces cas-là. Tout le monde a déjà ses attributions d'entraînement, je n'ai pas besoin d'en changer. Les seuls sur lesquels il y a des petits efforts à faire, c'est ceux qui avaient été un petit peu oubliés dans l'entraînement, voilà. Il y avait donc Justice Winslow, nous on l'avait récupéré aussi contre une bouchée de pain aux Clippers, hein. C'était malheureusement la dure réalité d'un joueur commence à perdre en valeur hein, au fil du temps. Les blessures n'y ont quand même pas été pour rien. Hein. On se souvient quand il prend 52 sur 4 ans à Miami, ou je sais plus, c'était 39 sur 3 ans. On n'imagine pas cette trajectoire-là. Hein, et puis pourtant, c'est en train de virer au semi-drame la carrière de Winslow. Réception des Kings pour démarrer cette saison. Alors, on peut avoir peur de tout le monde, et puis on peut aussi se dire qu'on peut taper tout le monde potentiellement sur un match. Donc, je sais pas trop comment on peut se situer en ce début de saison. Et donc, ça va être ces premiers matchs qui vont nous donner des petites indications. Thad Young, tiens, est un Kings. Il est venu comme ça compléter un 5 de départ qui est pas moche, hein. Avec on a également du Buddy Hield en sortie de banc, mais le back court Fox Haliburton, c'est moi j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. On a là 2 joueurs qui sont assez forts, qui sont plutôt intelligents. Allez, on conteste, ça suffit pas. On se retrouve un peu, vous voyez, c'est pour ça que je montre ces images-là, avec quelques difficultés de défense intérieure. Elles étaient prévisibles, mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut pas passer outre et s'en sortir quand même, quoi. Donc c'est un peu la question pour moi en ce début d'année. Est-ce que Pokusevski, sur des minutes en 5, c'est du délire, ou est-ce que c'est envisageable? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y en a un qui est pas là pour rigoler. C'est Ben Simmons, hop, ça tricote, ça vient dunker, toujours athlétiquement au top, présent en contre-attaque. On a aussi des petits mismatchs à jouer, puisque les pauses d'écran ne sont pas forcément gérées de manière optimale par l'IA, qui décide de changer très souvent sur tous les écrans, donc ouais, ok, pourquoi pas. De toute façon, on sait que c'est la mode du moment en NBA, hein, c'est changer sur tous les écrans. Et donc, avoir des défenseurs qui peuvent passer d'un joueur à l'autre sans que l'équipe soit trop fortement impactée. Moi, je reste assez dubitatif hein, sur cette manière-là de défendre. Mais on va dire que... allez, je peux pas être pas sympa, mais on va dire que c'est la mode un peu de la simplicité, quoi. Je trouve pas que ce soit une excellente chose. Shai, on l'a pas encore trop vu, hein. Shai, il ronronne dans un match comme ça, y a pas de souci. Il a juste à marquer quelques paniers, et puis après, le reste, c'est facile. On va retrouver le panier, voilà, ici, par exemple, sur une séquence un peu clé. Pas besoin de forcer sur le talent des uns et des autres. On n'a pas encore trop vu Josh Giddey. L'adresse a été désespérante, mais sur un faible volume de shoot.
Donc il n'y a pas non plus à dire grand-chose. C'était pas un match d'adresse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans la raquette, offensivement, on est au top. Et défensivement, il y a des belles satisfactions ainsi que du rebond qui est de bonne qualité. Donc satisfera de ce type de match-là pour le début. Les Kings, il y a notamment ce mauvais pourcentage là pour le fameux backcourt. En plus, Davion Mitchell n'a pas amélioré les choses lorsqu'il est sorti du banc. Et on se retrouve ici avec un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait avec nos amis les Warriors? Est-ce qu'on joue parce que on les a dans cette partie-là? Ou est-ce qu'on se dit non, allez, vive à OKC? Je me suis dit, voilà, il fallait essayer de challenger le champion, bien sûr. Essayer de voir de quelle façon est-ce qu'on peut taper ces Warriors. D'ailleurs, il y a une petite rivalité naissante là, dans la partie Warriors-Thunder. On va dire renaissante, en fait, si on veut être honnête et faire allusion aux années de rivalité quand il y avait Westbrook et Kevin Durant. Et après, il n'y avait plus que Westbrook tout seul, avec KD qui était passé en face. Mais il y a quand même une petite rivalité entre les deux sur les dernières années. Là, on commencerait à la retrouver après cet affrontement de play-off qui a été en 7 l'année d'avant. Alors, Kuminga est vraiment intéressant. Moses Moody également. Mais là, on n'apprend rien. On le sait tout ça, puisque c'était déjà les constats qu'on avait fait avec ces Warriors. Regardez-moi ça. Ça envoie du shoot un peu partout. En début de match, on a un peu fait le dos rond. Je vous le cache pas. On fait le dos rond. On essaie de trouver des petites solutions. Guidi, voilà, nickel. Parfait, les pieds dans le ciment. Ça pose. On commence à trouver des petites opportunités pour faire face à l'adresse qui était assez belle des Warriors en début de match, à l'impossibilité aussi qui a été la nôtre de les contrôler par séquence. Oh, c'est très 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 bien joué ici. La contre-attaque, ça pose. Après, direct, hop, ça shoot aussi bien en face, très très bien. Pas surpris, moi c'est ce que j'ai envie de voir. Pas envie de voir un match gagné sur un malentendu. Moi, je veux juste que ce soit une grosse empoignade, que ce soit bien bien costaud. Allez, voilà l'appel vers le cercle ici. Je vous ai dit que Roby était intéressant. Asia Roby, il est pas mal. Pas mal ce joueur. La balle pour Jordan Poole qui a pris un shoot casse-croûte. Ça va être une séquence ici intéressante où en troisième quart-temps, c'est la défense de Casey qui va commencer à se manifester. Alors, ça va s'exercer par des interceptions, des fautes offensives provoquées, des contestations diverses et variées. Bon, regardez-moi ça. Le retour de Ben Simmons sur la contre-attaque pourtant donnée à Steph Curry. Voilà, il y a comme ça des beaux gestes défensifs, ce qui fait que il y a aussi des mauvais gestes offensifs de la part des Warriors. Curry s'est déréglé. Vous voyez, la bascule dans ce match, elle se fait là. Elle se fait entre la moitié du troisième quart et la première moitié aussi du quatrième, où les Warriors sont réduits finalement à l'inefficacité offensive face à cette équipe qui ne paye pas de mine, mais qui est réellement un bonheur défensif. Voilà, ici Shai sur Clay. Shai il va pas s'enlever du milieu. Il n'y a pas de problème. Derrière Ben Simmons, ça contrôle du rebond. On arrive à tuer comme ça des possessions adverses. Ici, hop, le petit pick and roll. Shai, Ben Simmons, pour entériner cette victoire en fait. Ça va être donc maîtrisé par OKC. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, même le petit Favors va s'y mettre en fin de match. C'est un constat un peu cruel pour ces Warriors dont je vous proposerai prochainement, mais pas tout de suite, une vidéo numéro 6.
Difficile début que cette confrontation face à OKC. Allez, ils s'en remettront, nos champions 2022. Mais je suis assez content de voir que là encore, sans adresse, alors évidemment avec une force à l'intérieur qui est phénoménale. Il y a 16 points de différentiel au niveau des points marqués dans la raquette, hein. Ce qui va se retrouver d'ailleurs ici après sur les stats sur les shooting charts. Proche du cercle, tout va très bien. Et en plus, on dissuade. Après, loin du cercle, c'est pas le même délire, hein. On n'a pas non plus trouvé encore la réincarnation de J.J. Redick ou de c'est nostalgie quand je dis ça, Glenn Rice. Hein, souvenez-vous de Glenn Rice, un joueur que j'adorais vraiment littéralement. Donc on n'a pas encore ça ici, mais qui sait un jour. Allez, ici c'est une fin de match ensuite face aux Lakers. On était mené et c'est Théo Malédon qui nous ramène. Derrière, oh là là, j'ai adoré le démarquage de Malédon sur cette action. Je trouvais ça extraordinaire qu'il pense à repiquer derrière l'arc pendant que les deux autres s'occupaient de leur séquence de pick and roll. LeBron James, mine de rien, il a Reddish sur le dos. Et Reddish, c'est pas cadeau, honnêtement. C'est un joueur pénible à attaquer. Regardez-moi ça encore à l'image de ces séquences. Égalité, une quarantaine de secondes. Ce match va se jouer défensivement, hein. C'est une certitude. On gobe le rebond. Derrière, balle à Malédon. On va poser le jeu. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On va évidemment trouver une petite séquence en pause d'écran. Voilà. Le switch a eu lieu. KCP, encore présent. Pourra-t-il s'opposer ? Non. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu s'opposer à... Mais pourquoi je dis KCP ? Je suis débile. Ah oui, si, ils l'ont re-signé, c'est ça. Ils l'ont re-signé. LeBron James qui dévisse. Et voyez, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec une fin de match arrachée aux Lakers. Oui, ils l'ont re-signé en fait, parce que KCP est en fin de contrat en 2022. Et là, voilà, dans la partie... les Lakers l'ont repris en fait à l'été. Voilà, je me disais, le 1 des Lakers qui a ce gabarit-là, c'est KCP. Mais en fait, non, mais en fait, oui. Vous avez vu, ils ont pris aussi Dorian Finney-Smith. Allez, c'est un recrutement, on va dire, avec les moyens du bord. Parce qu'il y a tellement de marge insuffisante sous le cap qu'on est bien obligé de faire ce qu'on peut. Hein, quand on a aussi peu de flexibilité. On verra bien, on retrouvera ces Lakers juste après, là, ça va être rigolo. En attendant, un petit coucou à la nouvelle équipe de Chet Holmgren, les Spurs. Donc Chet Holmgren, poste 4, ça aussi ça peut se discuter. En tout cas, c'est comme ça qu'il est sorti sur sa classe de draft que j'ai utilisé de la communauté. Et Murray White, Keldon Johnson, Holmgren et Nurkic. On s'y attendait pas à celle-là. Yusuf Nurkic est un Spurs. Donc ceci ouvre naturellement une parenthèse. Oui, bientôt je proposerai la suite avec les Spurs et j'y ajouterai les Cavs. Voilà, mais ça c'est un commencer maintenant. Cette partie, ça n'a rien à voir avec celle que je vous présente ici en fait. Josh Giddey, écran de Pokusevski. Ah bah écoute, on va pas se gêner, jeune homme. Hein. Voilà, nous, on envoie des shoots derrière les écrans. Et puis on retrouve aussi le poseur, vous voyez. Ça se passe vraiment très très bien. On commence un peu à prendre des habitudes avec ce Thunder. La victoire, ça aide beaucoup aussi hein, à ce que tout se passe très bien. Regardez-moi cette défense de Ben Simmons. Il est irrespirable. J'adore ce mec. J'adore ce joueur. Quand il est en possession de ses moyens, Ben Simmons, mais c'est défensivement, c'est un caviar. Tiens, bam, c'est la même que Giddey juste avant. Pose d'écran, décalage, on shoot derrière directement, même à mettre derrière la ligne. On craint des gains en fait ici. Ça dissuade, signé Robbie. Ça prend le rebond.
Ouais, on va pas en rajouter, hein. On va pas en rajouter davantage. Ça a été une misère. Misère pour les Spurs. Pas du tout apte à lutter avec ce Thunder-là. Et trop facile, limite. Limite trop facile. Si je devais résumer, on verrouille pas mal sur les extérieurs, à part Malédon. Malédon se fait un peu... se fait posséder par ses vis-à-vis, on va dire. En revanche, voilà, tous les autres, ils verrouillent. Pokusevski, on pourrait penser que ce n'est pas forcément un juste choix que ce poste-là, pour lui. Mais ça peut aussi fonctionner, surtout qu'il y a quand même d'autres hommes forts sur le poste 5. Donc, à voir. Je suis pas encore en train de jeter l'éponge sur Pokusevski en 5. J'attends encore un petit peu. Oui, on retrouve les Lakers ici. Parce que comme le premier match avait été serré et peut-être excitant, je dirais, hein, c'est peut-être l'occasion de s'amuser un peu en re-rencontrant cette équipe. Russ West est toujours là. Ils ne l'ont pas transféré. LeBron, AD, ça on n'est pas surpris. Ah, je veux bien votre avis sur un point là que je voyais l'autre jour. LeBron James devra-t-il changer de franchise s'il veut une nouvelle bague? Alors ça m'a semblé délirant en fait d'envisager que LeBron James, pour lequel la franchise a tout fait. En fait, elle a fait tout ce que LeBron James voulait. Parce que on sait qui décide aux Lakers. Hein. Moi, je suis désolé, mais c'est vraiment LeBron. Hein. Et un peu comme partout, en fait, où il est passé, à part peut-être à Miami. Donc, comment est-ce que on peut envisager que LeBron James puisse décemment quitter le bateau? Bon, voilà, pour moi, fin du débat. Mais après, ça peut s'argumenter. Hein. Ça peut s'argumenter, regardez-moi ça. Début de match exceptionnel pour ces Lakers. Mais vous savez quoi, ça m'a limite fait plaisir. Je me suis dit, ah bah ça va être dur. Hein. Ouf, tant mieux. Allez, petite contre-attaque. Chris Dunn qui pose, nickel. Derrière un bon stop défensif. Allez, une petite mise à jour nécessaire. Ça fait toujours plaisir de se retrouver à devoir sortir du match. Ok. Donc, en plus, c'est pénalisant parce qu'on n'y voit pas bien en fait dans ces cas-là. Et voilà, j'ai clos l'histoire en posant une action et puis après, on a toujours le petit truc habituel. Allez, Shai. Voilà, ça libère en sortie d'écran. Regardez, on a réussi à revenir. On a réussi à revenir. Fin de deuxième quart, début de troisième, milieu même là. On est au contact. Balle à Winslow. Allez, nickel. Justice qui vient de près. Mon poulain. Ensuite, Westbrook. Franchement, il a été bon. Westbrook a été super bon. LeBron James a été aux abonnés absents. Anthony Davis a été présent. Mais voilà, je vous dis, Russ West, ça a été peut-être le meilleur des trois sur ce match-là. Alors voilà, il y a des choix offensifs qui sont quand même assez contestables par moments aux Lakers. Il y a des actions un peu surprenantes. Allez, on défend. Attention, tu as Ben Simmons sur le dos, mon petit Russ. C'est pas forcément gagné pour toi. Là, par contre, eh ben non plus, ça conteste. Vous voyez, Favors, Azubuike, ça paye pas de mine, hein. Même Pokusevski dans le registre. Hein. Mais en fait, ça fait le boulot. Ça fait bien le boulot. On est passé un peu en tête dans ce match-là. On conteste le alley-oop, mais on perd la balle. Et derrière, ouf, heureusement que c'est dévissé, mais c'est repris. Bref, action cafouillis totale qu'on finit par nettoyer tout de même. Regardez, 5 points d'avance. C'est dans ces matchs-là, en fait, qui sont très très serrés. 5 points et la possession, c'est beaucoup. C'est un bel avantage. Surtout qu'ici, on arrive à passer à plus 7. C'est un très très joli avantage. Et moi, j'adore ces matchs-là. Hein. C'est principal. Le plus gros kiff que j'ai sur 2K, c'est quand j'ai des matchs serrés de ce registre-là. Boum, le cake d'Anthony Davis sur Ben Simmons.
Faut bien quand même s'en recevoir, on peut pas faire qu'en mettre, hein, des cakes. Ouh là là, il est énervé. Ouh, il s'est énervé. AD. Et ça revient, regardez. Je pensais que c'était presque joué. Ça revient. Il faut absolument convertir cette action-là. Voilà, pas le choix, sinon on s'expose à quelque chose de désagréable. Oh là 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 là, quelle magie. Quelle magie. Shai Gilgeous-Alexander. Ah bah ça résume un petit peu mon expérience avec cette équipe, en fait. C'est-à-dire que c'est que du bonheur. Vous voyez, le seul shoot à 3 points qu'on a mis, c'est celui dans le Money Time pour plier ce match. Mais au-delà de ça, bonheur défensif total. Je dirais même orgie de défense. Pour être un peu dingue, pour exagérer un petit peu. Orgie de défense totale. Du Shai Gilgeous-Alexander, en veux-tu, en voilà. Ben Simmons qui s'éclate. Des mecs improbables. Bon, là, on est quand même pas très content du pourcentage de Giddey sur celui-là. Hein. Mais des joueurs un peu improbables que tout le monde a oublié qui s'éclatent dans leur registre. Et un LeBron James à 0 points sur ce coup-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Déjà plus d'une heure. Mais en fait, il y avait 2 sujets à traiter. On verra bien si ce Thunder est capable de beaucoup ou si finalement ça n'est qu'un feu de paille. Et vous voyez, on a tout présenté sur l'arborescence là des épisodes, sauf un futur qui sera le numéro 6 des Warriors. Mais là, j'essaierai de proposer déjà une bonne partie de saison régulière aussi avec. Donc ça me demande de jouer, d'avancer pas mal et du coup de faire aussi avancer les autres équipes puisqu'après je dissocie au montage. Je vous dis à bientôt, bonnes vacances aux uns et bon courage au boulot pour les autres. À plus.